Géraldine et moi, nous vous invitons à feuilleter un merveilleux livre d'images, qui est aussi un extraordinaire livre d'histoire. Et ce livre va vous conter l'histoire de la Sidoine sur plusieurs siècles. Alors bon, dans le titre, on a mis 300 ans d'histoire de la Sidoine. Ça se discute, c'est plus, c'est moins, on peut remonter beaucoup plus, on peut démarrer moins, peu importe. Vous ne serez pas surpris si nous faisons la part belle aux religieuses ursulines. Elles sont à l'origine de la Sidoine, qu'elles ont marqué durablement. Il faut savoir que les religieuses ursulines sont restées en activité 240 ans à Trévoux. Ça n'est pas rien, qui dit mieux. Mais voyez par vous-même. Pas facile de feuilleter ça. Voilà. La Sidoine n'a pas toujours été la Sidoine. En effet, le bâtiment que nous connaissons aujourd'hui, ça va, a été précédé d'un autre que vous avez sous les yeux, qui a été édifié en 1600, dont il existe une image rare que vous avez sous les yeux. Vous ne la verrez pas tous les jours, cette image. On a eu beaucoup de mal à la retrouver. C'est Géraldine qui a fini par y arriver, par la retrouver. D'ailleurs, ça n'est pas la seule image que Géraldine a retrouvée, je l'en remercie. Remontons encore un tout petit peu le temps. Tout le monde s'accorde pour penser que la Sidoine a été édifiée sur un site gallo-romain. Villa Sidonia, probablement. La villa, le domaine agricole d'un certain Sidonius, qui était un prénom courant à l'époque romaine. Il est vrai que quelques tuiles romaines caractéristiques ont été trouvées à l'occasion de travaux. Et maintenant, je laisse la parole à Géraldine. On va se la partager. Pas Géraldine, la parole. Nous savons qu'au Moyen-Âge, le quartier s'appelait déjà la Sidoine. Nous avons étudié des archives très anciennes où est fait mention d'un fief érigé à la Sidoine vers la fin du XVIIe siècle. Pierre-François Mogas, écuyer, conseiller au Parlement de Dombes, en était le seigneur en 1699. Cette date marque le début de notre histoire. Après une série d'héritages successifs, la Sidoine échut à la famille Guichard, dont il sera question plus loin. C'est le neveu du dernier Guichard, Louis de Bonrepos, qui vendit le bâtiment aux religieuses ursulines en 1851. Mais remontons le temps. En 1640, une congrégation d'Ursulines venant de Roanne s'installe à Trévoux, près de la porte de Saint-Bernard, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la rue des Ursules. Ces religieuses vont s'occuper pendant plus de 150 ans de la formation intellectuelle des jeunes filles. En 1658, la grande mademoiselle, Anne-Marie-Louise d'Orléans, cousine du roi Louis XIV, souveraine de la principauté de Dombes, vient leur rendre visite. À cette occasion, elle les dispense de payer leur impôt. Au cours du XVIIIe siècle, mais nous ne connaissons pas la date exacte, la tradition parle d'un incendie qui allait dévorer les bâtiments et qui aurait miraculeusement été arrêté par la Sainte Eucharistie, laquelle, étant exposée devant les flammes, les aurait fait reculer et en aurait arrêté les ravages. En 1790, la Révolution française gronde. C'est la dissolution forcée des Ursulines, qui sont contraintes au départ. À cette époque, le pensionnat est important, mais il y a également des dames qui se sont retirées en ces lieux et que les religieuses soignent et nourrissent gratuitement. Comme beaucoup d'édifices religieux, celui-ci sera vendu à des particuliers. Mais revenons à la famille Guichard. Jean-Louis Guichard, chevalier, ancien conseiller au Parlement de Dombes, épouse en 1789 Blanche de Rivériol. Elle naît le 26 octobre 1764. Lui a 25 ans de plus qu'elle. D'après un témoignage ancien, nous apprenons que Blanche est une agréable et fraîche jeune fille, mais à 25 ans, elle contracte la petite vérole qui lui marque le visage. Elle passe une partie de sa jeunesse chez sa grand-mère à la Duchère.
où elle est habituellement au salon, gantée et un éventail à la main. Blanche et Jean-Louis Guichard passent tous les hivers à Trévoux dans leur propriété de la Sidoine. Ils offrent la table et le logis à toutes les bonnes âmes qui passent par là. À cette époque, la Sidoine est une grande maison sans caractère, prédestinée à être ce qu'elle est devenue, un couvent. Un immense jardin plat, partagé à la française, bordure de buis, bassin, avec une terrasse sur le bord de Saône, une grande avenue de marronniers, aboutissant à un couvert d'arbres magnifiques près de la maison. Pendant la Révolution, la Sidoine est transformée en atelier militaire. À ce titre, on y rassemble des toiles destinées à confectionner des uniformes, mais aussi des chaussures. Il fallait équiper les fameux soldats de l'an 2. Donc, ici, vous avez le récépissé remis à une personne qui a remis des chaussures destinées aux soldats, justement, de l'an 2. Voilà. Ce aujourd'hui, premier germinal de l'an 2, de l'an 2e de la République, une, indivisible et démocratique, nous, Claude de Châtaignier, etc. Voilà. Alors, pendant la Révolution, Blanche et son mari sont emprisonnés. À l'époque de la Révolution française, la prison était située à la place de la mairie actuelle. Elle a été détruite en 1860 et remplacée par la prison située Montée de Préonde, que vous avez sans doute tous connue, et qui actuellement est une résidence. Donc, Blanche et son mari sont emprisonnés dans cette prison. Et le 2 Thermidor de l'an 2, Jean-Louis de Guichard écrit qu'il donnoit 3 domaines à la nation pourvu qu'on le fît sortir de sa prison. Mais malgré cette offre généreuse, il ne sortit que 2 mois plus tard. Pour en revenir à Blanche, elle obtient le 27 Vendémiaire de l'an 3, 20 octobre 1794, un certificat de civisme, où elle est ainsi décrite. Taille 4 pieds 6 pouces, 1,46 m, c'était une petite femme. Cheveux châtain brun, les yeux bleus, nez gros, bouche moyenne, menton rond, front ordinaire. C'est Blanche de Riveriol qui fonde à Trévoux, rue du Gouvernement, en 1809, l'école des filles. Les sœurs de Saint-Charles sont chargées de l'instruction des fillettes. Vous voyez l'école, l'entrée dans la rue du Gouvernement, la chapelle avec son petit auvent, et puis le grand bâtiment sous 2 angles différents, et enfin, tout en bas, près des quais, la source, petite source. Où se trouvaient les classes maternelles. Quelques années plus tôt, son mari Jean-Louis de Guichard avait fondé l'école des frères de la doctrine chrétienne pour les petits garçons, montée Jean Moulin. Les Ursulines ont quitté Trévoux au moment de la Révolution française, comme on l'a déjà vu plus haut, mais elles vont y revenir en 1840. Elles louent la belle maison de la Barbière, au quartier des Granges, pour y accueillir leurs élèves. Alors les anciens trévolsiens connaissent certainement la maison de la Barbière, où les kermesses paroissiales avaient lieu, avec spectacles, repas et attractions variées, pendant des années et des années à la Barbière. Elle recevait surtout des enfants de la moyenne bourgeoisie et les enfants des commerçants de Trévoux. Mais ces Ursulines ne restent pas très longtemps. Les troubles liés à la Révolution de février 1848 sont probablement la cause de leur départ. Nous voici maintenant au milieu du XIXe siècle. Nous sommes en 1851 et pour la 3e fois, les Ursulines vont s'installer à Trévoux. Monsieur Louis de Bonrepos, dernier représentant de la famille Guichard, vient de vendre la Sidoine aux Ursulines. Dans les annales de la communauté de la Sidoine, on lit « Au mois d'avril 1851, 6 Ursulines de la communauté de Saint-Irénée à Lyon, munies de l'approbation et de la bénédiction de Monseigneur de Bonal, archevêque de Lyon,
viennent s'installer à Trévoux pour fonder un nouveau couvent. Il y a là 4 mères qui sont des sœurs cloîtrées et 2 sœurs tourières qui ont plus de liberté. Cette petite communauté va occuper le grand bâtiment. L'année 1857 est marquée par de sérieuses améliorations de l'installation. Et en 1858, la communauté a la joie d'accueillir la première postulante qui a fait ses études à la Sidoine. Marie-Louise Sauvageot, qui prend le nom d'Angèle. Sainte-Angèle-Mérécy fut la fondatrice de la congrégation des Ursulines en 1535. Première congrégation à se consacrer à l'éducation des jeunes filles. Le 20 juillet 1859, on pose la première pierre de la chapelle sous la bénédiction de l'évêque de Bolay. La dernière pierre est posée le 17 novembre 1860. À peine 16 mois plus tard, on savait construire vite à l'époque. Le 21 mars 1861, l'évêque de Bolay peut bénir la chapelle et on commence à y célébrer la messe. En 1862, la communauté adresse une requête à l'impératrice Eugénie afin d'avoir son propre cimetière au fond de la propriété, non loin de la chapelle. La première défunte de la Sidoine, sœur Sainte Ursule, morte de la carie des os, à l'âge de 25 ans, sera enterrée le 9 octobre 1862. Alors la carie des os, c'est une ostéite, je suis allée voir sur le dictionnaire, c'est une inflammation des tissus osseux causée par une bactérie. Carie des os. En 1864-65, on construit l'aile gauche du bâtiment qui doit le relier à la chapelle. Petite partie là. Le nouveau bâtiment n'existe pas encore, mais je crois que dans la tête de la mère supérieure, elle avait prévu un bâtiment qui viendrait s'adosser à cette petite partie qui a été construite. Mais cette même année, la communauté connaît un incident fâcheux. En effet, une demoiselle Mille, Marie Mille, vient d'entrer chez les dames Ursulines comme postulante. Chaque postulante doit verser une dot à la communauté. Et la famille Mille verse 10 000 francs. Mais Marie meurt 3 mois plus tard. Sa dot est alors réclamée par la famille. Mais la supérieure, Madame Marietan, refuse de la restituer. Le tribunal de Trévoux oblige les religieuses à rembourser cette somme, mais elles ne se laissent pas démonter et elles font appel. Malheureusement, le tribunal d'appel de Lyon confirme le jugement. Existe le pactole de 10 000 francs, et il s'agissait de 10 000 francs or, bien entendu. Pendant l'été, on emmène les pensionnaires prendre chaque jour les eaux ferrugineuses à Rérieux. Alors, à Rérieux, je ne sais pas si vous le savez, on découvre en 1861 des eaux ferrugineuses ayant des propriétés fortifiantes. Un hôtel est construit, l'auberge des eaux, pour recevoir des curistes, essentiellement des convalescents, des souffreteux, des palichons. On traite des patients par des bains, parfois des bains de boue, des douches, des verres d'eau. On vend même des bouteilles d'eau. Et cela dura une vingtaine d'années. Ce centre thermal disparut en 1881. Alors les élèves de la Sidoine partent de bonne heure sous la conduite de 2 sœurs tourières. On boit l'eau ferrugineuse, on se promène dans les bois, puis on revient pour la classe. Et cela se fit pendant 15 ans. En 1867, il y a une grande innovation avec l'installation d'une ferme qu'on inaugure au printemps suivant. Cette même année, les événements d'Italie provoquent à la Sidoine un grand enthousiasme pour le pape Pie IX. En effet, une guerre oppose Garibaldi aux troupes pontificales et aux troupes françaises. Mais Napoléon III et ses troupes arrêtent la marche de Garibaldi sur Rome à la bataille de Mentana en 1867. Imitant le zèle des zouaves pontificaux, des religieuses et des élèves multiplient leurs prières et leurs sacrifices. Et en 1868, la liste de leurs noms sera présentée à Pie IX avec une belle offrande.
En 1870, après la défaite des Français dans la guerre contre la Prusse, Rome est prise et le pape perd ses états pontificaux. Rome devient la capitale de l'Italie. À la Sidoine, il y a de nouveaux travaux. Les bâtiments les plus anciens sont en très très mauvais état. Et on décide de les démolir et de reconstruire d'une manière plus adaptée. On loue une maison. Nous n'avons pas découvert où se trouvait cette maison, à un quart d'heure de marche de la Sidoine, malgré des recherches faites sur les recensements. Mais en 1870, avec la guerre, il n'y a pas eu de recensement exceptionnellement. Donc on ne sait pas où était cette maison. On y installe le pensionnat et les maîtresses pendant les vacances de Pâques. La démolition se fait en 20 jours. On savait vraiment démolir aussi vite que l'on savait construire. À cette occasion, on découvre d'anciennes dates de construction. 1599 sur une poutre maîtresse et 1600 sur la cheminée du parloir-salon. Dommage que celle-ci n'ait pas été conservée. En juillet, la guerre contre la Prusse interrompt les travaux. La municipalité de Trévoux décide d'installer une ambulance, hôpital de l'Arrière, dans un des bâtiments. Il y a 40 lits. Les premiers blessés arrivent le 20 janvier 1871. Les Ursulines les soignent pendant la journée et les frères des écoles chrétiennes les veillent pendant la nuit. Il fallait quand même respecter les convenances. L'ambulance fermera à la fin du mois de mars. Nous arrivons maintenant à la période 1870-1875. L'hiver de 1870 est très très rude. On mange ce que l'on peut. Ce que nous vous lisons en ce moment, ce sont des témoignages qui nous ont été remis par des personnes décédées depuis fort longtemps, mais qui avaient mis par écrit leurs souvenirs. Donc nous vous les livrons. Ils sont totalement inédits. On mange ce que l'on peut. Il fait très froid. Dans le grand dortoir, l'eau gèle dans les cuvettes et les élèves entassent sur elle les matelas des lits vides pour se réchauffer. Pour faire des économies de bois, on étudie dans le petit salon de la villa, qui est à la fois noviciat, réfectoire, oratoire. À la récréation, on arpente vigoureusement une vaste cave pour se réchauffer, par des températures de -25 à -28. Mais qui aurait osé se plaindre? Nos soldats sur les chemins gelés, nos Français assiégés, bombardés dans les villes de l'Est et vivant dans les caves, étaient plus à plaindre que nous. À la veillée, on tricote des chaussettes pour les mobiles, on fait de la charpie en écoutant les dernières nouvelles publiées dans les journaux. À la rentrée de Pâques 1971, les familles reprennent confiance et il y a 18 élèves. Petite rentrée quand même. On peut reprendre les travaux de construction. Au mois de juin 1872, installés dans les nouveaux locaux, on commence la neuvaine des processions au Sacré-Cœur, promise pendant 20 ans, selon le vœu des fondatrices. Période 1875-1900. La vie normale ayant repris, on fait des améliorations matérielles. En 1875, on construit un porche à l'entrée de la chapelle. Sur les cartes les plus anciennes, il n'y a pas de porche. On construit aussi une galerie couverte, au-dessus de ce qu'on a vu tout à l'heure, là, une galerie couverte, qui permet de faire communiquer ce qui étaient les chambres de l'infirmerie avec une de la chapelle. Toutes ces constructions existent toujours, bien sûr. Un jour, il faudra qu'on voit ça avec M. Terrier, il faudra organiser une visite de la Sidoine, de ses recoins, de ses souterrains. On installe aussi l'eau courante. Alors là, attention. Oh zut. Excusez-moi. Voilà. Vous voyez, c'est un tuyau en fonte qui existe toujours, côté cour des maternelles. Voilà. En fait, l'eau était pompée dans la nappe alluviale de la Saône et stockée dans un immense réservoir métallique dissimulé dans le grenier. Cela a disparu aujourd'hui, mais ça permettait d'alimenter les lavabos en eau courante.
En 1880, on construit une aumônerie, qui est toujours là, et on aménage les cours de récréation, que vous connaissez, ou que vous ne connaissez pas encore peut-être, si vous n'êtes pas familier avec la Sidoine. La photo de gauche représente la façade toute neuve, donc c'est une photo qui date des années 1870. Sur celle de droite, la végétation a commencé à gagner, et elle est intéressante aussi, bien sûr. Voilà. Sur la photo de gauche, on aperçoit des religieuses en train de ramasser des marrons par terre et de les charger sur une petite charrette tirée par un âne et dans laquelle se trouvent deux pensionnaires, deux petites filles avec des rubans dans les cheveux. Voilà. Elles devaient être ravies de leur après-midi, avoir cueilli les marrons avec les sœurs. C'était un bon moment passé pour elles. En 1883, on installe un lavoir couvert. Ce lavoir a aujourd'hui disparu, il se trouvait dans le verger. Disons qu'il se trouve au-dessous des bâtiments qui sont entre la Sidoine et la Saône aujourd'hui. Un lavoir chaud, c'est-à-dire qu'il y avait une chaudière, on pouvait avoir de l'eau chaude pour laver le linge. Enfin, les anciennes élèves font ériger un ange gardien près de la chapelle. L'ange gardien est toujours là. Il protège les enfants des classes enfantines. L'enseignement, car ce couvent était aussi une école. En 1876, on adopte le programme d'études préparatoires au brevet élémentaire et au brevet supérieur. La première candidate présentée par la Sidoine au brevet élémentaire à Bourg-en-Bresse est reçue première. L'année suivante, 2 Ursulines vont se présenter à Clermont-Ferrand. Elles réussissent toutes les deux. En 1885, du fait que la communauté n'était toujours pas autorisée à avoir une école, elle doit refuser un legs de 4 500 francs or de la famille Balofet, comme indiqué dans un testament holographe du 25 mars 1885. Dommage, au moment où l'on a besoin d'argent pour financer les travaux d'agrandissement. En 1886, l'évêque, qui fait la visite canonique, dit en partant « Mes chères filles, je pars très content, l'esprit de paix et le caractère particulier de votre communauté. » C'est finalement en 1887 qu'on demande l'autorisation officielle pour l'école. Elle est obtenue pour 50 élèves. Vous avez ici des vues de l'école avec la cour plantée de marronniers, là. Aujourd'hui des platanes. Malheureusement, les nuages, nous sommes à la fin du 19e, commencent à s'accumuler au-dessus des institutions religieuses. Les lois de 86 décrètent la laïcité du personnel enseignant dans les écoles primaires publiques. Peu à peu, les frères des écoles chrétiennes sont remplacés par des laïcs dans les établissements scolaires publics. À partir de 1897, la communauté a des ennuis provoqués par les lois fiscales. Les catholiques français, sentant les menaces contre leur liberté, songent à prier. Et il y a plusieurs mouvements de ferveur. À la demande du pape Léon XIII, comme dans un grand nombre de paroisses à la Sidoine, on fait l'adoration nocturne du Saint-Sacrement et la messe à minuit pour ouvrir le XXe siècle. Le 21 octobre 1901, la communauté célèbre, vous avez noté que les sœurs sont à la Sidoine depuis 1851, donc en 1901, la communauté célèbre, sans éclat extérieur à cause des lois hostiles, le 50e anniversaire de sa fondation. On entoure spécialement Mère Saint-Maurice, la seule survivante parmi les novices, parmi les fondatrices. Mais on est inquiet. Une loi a été passée prescrivant aux congrégations religieuses de demander une autorisation avant le 1er juillet 1901. La plupart des autorisations sont refusées. L'article 14 interdit l'enseignement à tous les congréganistes. Mais la vie se poursuit à la Sidoine. Témoin ces superbes documents que nous a remis M. Terrier, rédigés, dessinés et peints par les religieuses pour 2 de leurs élèves, Germaine et Marie-Louise Desportes. Admirez le travail. Ils ont été gardés précieusement. Je ne sais pas par quel chemin ils sont arrivés jusqu'à nous, mais ils sont remarquables, ces documents. Nous avons les originaux. Cependant, il faut être réaliste. La situation s'aggrave. Faudra-t-il s'exiler,
comme d'autres congrégations religieuses, les Sœurs Saint-Joseph par exemple, les Frères Écoles chrétiennes? Faudra-t-il s'exiler pour continuer sa vie religieuse et son apostolat d'Ursuline? En 1903, l'évêque de Belay autorise la prieure à chercher un asile à l'étranger. Mère Saint-Xavier, accompagnée d'une nièce, se rend à Bilbao, Pampelune et Barcelone. Devant les difficultés de différentes sortes, elle renonce et revient à Trévoux. Elle va ensuite en Suisse, à Fribourg, mais la somme exigée est trop importante. Ah, les Suisses. Enfin, en Italie, à Savone, Mère Saint-Xavier trouve une villa acceptable sur la commune de Montgriffone. Et le 19 juin 1903, elle signe le contrat pour un bail de 9 ans. Alors cette carte est remarquable. Elle a été adressée au grand-père, à l'arrière-grand-père, excusez-moi, j'ai sauté une génération, à l'arrière-grand-père de Géraldine, qui était serrurier et qui avait fait beaucoup d'aménagements métalliques pour la Sidoine à l'époque. Donc les sœurs lui envoient leur bonjour de Savone. Savone, c'est près de Gênes. En attendant le départ, la vie continue à la Sidoine. La rentrée a lieu le 7 octobre 1903. Une rentrée bien triste. En février 1904, on met en sûreté chez les familles amies les luminaires et les statues de la chapelle. Du 10 au 21 février, la prieure, accompagnée de sœur Marie-Madeleine, séjourne à Savone pour préparer l'installation. À la Sidoine, on emballe les objets utiles. Les caisses remplissent 3 wagons de déménagement. Beaucoup de voisins achètent les meubles qu'on ne pouvait pas emporter. Vous avez ici une bibliothèque qui se trouve chez Jacques et Géraldine, qui a été achetée par l'arrière-grand-père de Géraldine aux Ursulines au moment où elles liquidaient leur mobilier qu'elles ne pouvaient pas emporter. Il y en avait 2, donc l'autre a été acheté par son frère, le frère de l'arrière-grand-père. Le 1er mars, les orgues résonnent pour la dernière fois dans la chapelle, pour les funérailles de Mère Sainte-Angèle, la première novice de la Sidoine, avant d'être démontée et transportée à Lyon. Nous ne savons pas où, probablement à Saint-Irénée, mais nous n'avons pas la certitude. Les religieuses sont encouragées par le fait que les parents de 25 élèves s'engagent à envoyer leurs filles comme pensionnaires à Savone. Je ne sais pas si vous l'auriez fait, vous, parents, envoyez vos filles en Italie pour suivre les religieuses. Voici un témoignage. Avant l'arrivée du liquidateur qui pouvait venir d'un jour à l'autre pour faire l'inventaire, le brave Relais, notre bon et fidèle menuisier, on se croirait dans un livre de la comtesse de Ségur, vient chercher nos grandes tables du réfectoire en noyer, ainsi que tous les meubles qui avaient quelque valeur. Notre pauvre Sidoine faisait pitié à voir. Et pourtant, au milieu de ce dénuement, nous préparions une fête. Jeanne Pommet, la nièce de Mère Sainte-Angèle, prenait le voile après avoir subi les épreuves du brevet supérieur à Marseille. Le 27 juillet, elle prit le nom de Sœur Marie-Cécile. Citons maintenant le réveil du Beaujolais, du 27 septembre 1904. Lundi soir a eu lieu à la gare de Quincieux, petit retour sur le train, le départ des religieuses ursulines de la Sidoine, dont le monastère a été fermé par ordre du gouvernement. Une affluence énorme, venue de tous les points du canton et même du Beaujolais, est allée saluer une dernière fois ces généreuses femmes qui, depuis 50 ans, ont prodigué aux familles de notre région les bienfaits d'une éducation à la fois libérale et chrétienne. Une émotion intense agite tous les cœurs, et c'est au cri 1000 fois répété de « Vive la liberté » et « Abat Combe » que s'est ébranlé le train qui emmenait les exilés à Savone, où, poursuivant leur mission, elles vont à nouveau fonder un pensionnat de jeunes filles. Vous avez ici une carte montrant l'expulsion de religieuses ursulines à Blois. Il n'y a pas eu de carte postale pour l'expulsion des religieuses de Trévoux. De toute façon, elles sont parties avant qu'on les expulse. Quelques mots sur la communauté à Savone, en gros de 1904 à 1913. À partir de septembre 1904, la vie s'organise à Montgriffone. Les 25 pensionnaires françaises sont ravies d'aider et d'être en contact très direct avec les religieuses. En mars 1906, la supérieure décide de construire une villa pour le pensionnat et la communauté. Allez, on construit. N'ayant pas trouvé de résidence assez grande. À Savone, on surnomme la maison la Rossa,
à cause de la couleur rougeâtre du crépi. Mais les Ursulines et leurs élèves la nomment Sidonia, bien sûr. En 1914, en France, c'est la guerre. Un comité de soutien aux blessés se met en place. Citons encore le bulletin de la Société française de secours aux blessés militaires. Le comité se mit... Ça fait là, ça. C'est pas grave. On fera un retour en arrière après. Revenons à la Sidoine à Trévoux. La propriété... Ah oui, c'est moi qui ai sauté un paragraphe, veuillez m'excuser. Je reviens donc dans le bon sens. La propriété est rachetée par la Société des anciennes élèves. Donc la Sidoine existe encore. On y ouvre une institution pour continuer la tradition des Ursulines sans les Ursulines. Les enseignantes sont à présent des laïcs qu'on appelle les dames du pensionnat. Sur cette magnifique photo, vous avez la grand-mère de Géraldine. C'est là? Sans m'aimer. Voilà. Vous reconnaissez l'endroit où elle est prise, hein, devant l'entrée. Très belle cette photo. Ah, encore une photo extraordinaire qu'on avait publiée à l'époque dans la brochure de la Sidoine. Elle figure dans l'exposition. Donc c'est une famille où il y a 7 filles et 4 garçons. 11 enfants, comme ma grand-mère qui a eu 11 enfants aussi. Donc les 7 filles étaient toutes pensionnaires en même temps à la Sidoine. Les voilà en voiture, se préparant à partir pour la Sidoine, et les 4 garçons, eux, étaient chez les Jésuites, probablement à Lyon. Une famille méritante. Voilà. Mais en 1914, c'est la guerre. Un comité de soutien aux blessés se met en place. Le comité se mit rapidement à l'œuvre et grâce au concours très obligeant des dames du pensionnat, vous voyez qu'on ne les appelle plus les religieuses, hein, c'est les dames du pensionnat, qui consentirent à abandonner une partie de leur établissement, il put, en quelques semaines, organiser l'hôpital auxiliaire numéro 7. On lit bien sur le cachet, hôpital auxiliaire numéro 7. Dans de vastes salles, avec de beaux jardins. Cet hôpital, tout d'abord de 20 lits, fut porté dès le 2e mois à 40 et plus tard à 70 lits. Les dames du pensionnat et leurs élèves, moins d'une dizaine, se contentent de quelques pièces du premier étage et d'un bout de cour pour les récréations. Vous remarquerez que les sœurs en des cornettes, ce sont les sœurs de Saint-Vincent de Paul, les mêmes que celles qui exerçaient à l'hôpital de Trévoux. En 1917, l'hôpital ferme et les pensionnaires reviennent progressivement. C'est donc le grand retour des Ursulines à la Sidoine, en fait entre 1918 et 1920. En effet, l'évêque de Belay désirait les revoir dans leur ancien couvent. C'est chose faite en plusieurs étapes entre 1918 et 1920. Laissons maintenant la parole à une autre élève, une autre ancienne élève, pensionnaire à la Sidoine pendant l'entre-deux-guerres. Il s'agit du témoignage de Bernadette Duhec d'Arche. Donc c'est elle qui parle. Pendant leur séjour en Italie, nos sœurs avaient appris l'italien, qu'elles nous enseignaient fort bien. La loi ayant été assouplie, elles purent enseigner mais durent se mettre en civil. Elles étaient sécularisées, du moins officiellement, et subissaient souvent le contrôle de l'inspecteur d'académie, d'où la cloche d'alerte. J'y reviendrai plus loin. C'est pourquoi les élèves de ma génération ont connu la plus grande partie de la communauté en civil. En 1942, le régime de Vichy supprima le délit de congrégation. Les religieuses purent alors reprendre l'habit de leur ordre. Une des belles images gravées dans ma mémoire est la procession à la chapelle de nos mères, voiles baissées sur le visage et traînes dégrafées, se dirigeant vers la table sainte au moment de la communion. C'était royal. Heureusement, dans toutes les circonstances, même les plus sérieuses, il y a toujours un petit incident qui fait sourire. Mère Jeanne d'Arc, qui cachait dans le grand pli du retroussi de sa traîne des bonbons, pour les petites en mal de tristesse, oubliait quelquefois de les enlever
avant le dégrafage. Comme le petit poussait, elle semait les douceurs sur le parquet de la chapelle en gardant une parfaite dignité. La cidoine, c'était d'abord des odeurs. Dès que l'on entrait, cela sentait la pierre, le miel, la cire, un mélange tout à fait particulier que je n'ai plus rencontré ailleurs. Ça sentait la cidoine. La cuisine, elle, sentait l'Italie. Ce n'est pas surprenant, après les années passées à Savone. Alors ici, une carte postale retrouvée dans les boiseries qui se trouvaient dans le bureau de M. Terrier. Derrière ton bureau, il y avait des boiseries, et lorsqu'on les a déposées, hop, cette carte est tombée. Donc je l'ai récupérée à l'époque et je l'ai gardée sans savoir qu'elle nous servirait aujourd'hui. Elle a été envoyée de Savone à quelqu'un du pensionnat de la Cidoine. La cidoine, c'était aussi une résonance, la merveilleuse acoustique du grand couloir d'entrée, du cloître et de la chapelle. Je la revois, la chapelle, l'intérieur aux belles stalles de chêne rangées sur les bas-côtés, entourant les bancs des élèves. Au fond, entre les deux portes d'entrée, 3 stalles plus importantes, face à l'autel, où trônait mère supérieure au centre, et à sa droite, mère maîtresse des novices, et à sa gauche, mère économe. Alors ces stalles existent toujours, mais elles ont été déplacées par les pères du Sacré-Cœur. En face, l'harmonium, qui avait hélas remplacé l'orgue de la tribune après sa vente. Le maître-autel était entouré de 2 petites chapelles. À droite, Notre-Dame, Notre-Dame de la Cidoine, et à gauche, la chapelle de Saint-Joseph. Je me souviens du craquement du plancher dans les classes et de celui un peu plus sourd de l'estrade du professeur, du grincement et de l'odeur de la craie sur le tableau noir, de l'encre violette dans les petits godets de porcelaine blanche glissés dans un trou à la tête de nos bureaux. J'entends encore le cliquetis des grands chapelets lorsque les sœurs marchaient. J'ai aussi dans l'oreille le bruit de la cloche qui appelait telle ou telle religieuse. Un coup pour mère supérieure, etc. La cloche sonnait aussi l'alerte lorsqu'il y avait une inspection. Alors, pout, toutes nos mères en habit disparaissaient en clôture. Nous reconnaissions de loin le pas de mère Saint-André, toujours accompagné du bruit des griffes de son chien Dick sur les dalles. La cidoine, c'était aussi le gymnase. Alors, celui-ci. Le gymnase, c'était le rez-de-chaussée du Chalet Rose. Le gymnase qui sentait le son et le ciment. La salle de dessin, qui avait, elle, une odeur de bois, de peinture à l'huile, d'aquarelle et de crayon or. La cidoine, c'était l'économat, où l'on achetait les beaux cahiers marqués cidoine, les plumes, les buvards, et plus tard, beaucoup plus tard, les stylos et leur recharge. La cidoine, c'était le grand parc, les échasses, le terrain de basket. Alors, vous voyez ici, là, cette espèce de petit filet, je pense que c'était ça qu'elles appelaient le basket. Elles devaient lancer une balle là-dedans. La ferme, les abeilles de mère Marie-Emmanuelle, le verger, les fleurs, les grandes allées où les religieuses se promenaient sur 2 rangs, face à face, les plus jeunes marchant à reculons. C'était aussi le cimetière des anciennes religieuses, dont la forme en terre était refaite avec vénération par celle du couvent. C'était aussi la Saône qui coulait au loin, au fond du parc, derrière le mur. La cidoine, c'était le petit, le grand dortoir et le paradis. On appelait paradis la clôture des religieuses. La cidoine, c'était les salles de bain au sous-sol, où l'on avait le droit, c'est surprenant, oui, on avait le droit de se laver sans chemise spéciale. Ce qui, à l'époque où j'étais petite, était tout à fait moderne dans un couvent. Même Mère Jeanne d'Arc aidait les petites en leur frottant le dos
comme font les mamans à la maison. Mais la Sidoine, c'était surtout l'enseignement plein de patience et de connaissance. En plus, ces femmes qui étaient toutes de grandes maisons nous éduquaient par petites touches, comme une peinture impressionniste. Elles forgeaient les filles qui leur étaient confiées afin d'en faire des femmes capables d'être à l'aise dans toutes les situations. Nous ne savions pas à l'époque que nous étions dans un couvent unique. Nous trouvions encore et toujours tout cela naturel. C'est bien plus tard, au cours de conversations avec des amis, lorsque je disais que mes sœurs et moi avions fait une partie de nos études à la Sidoine, que j'entendais mes amis se récrier « À la Sidoine ! Eh bien, ma chère !» Sur cette carte, la personne a écrit, donc couvent des Dames Ursulines, où ma fillette croit avoir passé le meilleur de son temps. Réflexion que j'approuve. Toute la vie religieuse se passait à la Sidoine. Postulat, noviciat et grands vœux. Pour nous, c'était moralement très confortable. Nous étions sûrs à la rentrée de retrouver leur visage, et chacune avec ses habitudes que nous connaissions bien. Nous avions, comment vous dire, l'impression de revenir chez des tantes adoptives. J'ai dit plus haut que la Sidoine était une résonance. Il est un bruit que nous avons encore toutes dans la mémoire. Je veux parler du claquoir. Chacune de nos mères en possédait un. Le fameux claquoir était composé de 2 plaquettes de bois d'environ 1 cm d'épaisseur sur 10 cm de long et 5 de large, reliées entre elles par une charnière très souple. Les plaquettes étaient légèrement creuses à l'intérieur, comme des castagnettes. Le claquoir servait à tout. En classe, un coup pour se lever, 2 coups pour s'asseoir, de même à la chapelle. 3 ou 4 petits coups brefs et c'était la fin de la récréation. 1 coup, mettez-vous en rang. 2 coups, avancez. Le tour de la Sidoine ne serait pas complet si je ne parlais pas de nos gentilles sœurs, laborieuses, qui se partageaient avec un grand dévouement toutes les tâches ménagères. Et Dieu sait s'il y en avait. Grâce aux sœurs lingères, notre linge était rendu tous les samedis, bien rangé en petits tas, était lavé et repassé, puis classé à l'aide des numéros pour chacune. Il y avait aussi nos chères sœurs de la cuisine, sœur Marie, italienne, aussi haute que large et toute petite. Elle faisait des polentas délicieuses. Et sœur Augustine, grande et très mince, qui, elle, était la reine de la choucroute et des choux farcis. Ces 2 femmes, de traditions aussi éloignées qu'il soit possible, s'entendaient fort bien. Certaines anciennes élèves étaient restées comme professeurs à la Sidoine. Par exemple, Hilda Despalung d'Arros, professeure de mathématiques et de gymnastique, grande et superbe fille. Très sportive, elle faisait trévoutarbe à motocyclette. 3 anciennes élèves étaient devenues religieuses. Elles essayaient de toute leur force de nous faire oublier que nous les avions connues élèves. Bien sûr, elles étaient dans les grandes alors que nous étions encore dans les petites classes, mais cela nous amusait de les taquiner. Nous les aimions et les admirions beaucoup. Peut-être étions-nous un peu troublés par leur choix mystique. C'est difficile à dire. Dans ce couvent, pas comme les autres, nous ne portions l'uniforme que le dimanche. Lorsque j'étais petite, le fameux uniforme se composait d'une jupe plissée sur laquelle glissait une marinière souple au grand col carré à 3 galons blancs, terminée sur leur devant par une cravate de soie noire. Une modestie bleu marine également était tenue par des pressions à l'intérieur du col en V. Sur la tête, nous avions un béret de marin plat en galette. Le pied du béret était orné d'un ruban sur lequel, en lettres d'or, était écrit « La Sidoine ». Pour les jours de grande fête, la marinière était toute blanche. Seul le col de la cravate était bleu marine. Plus tard, le col marin fut remplacé par un petit col Claudine de piqué blanc l'hiver et un chemisier blanc l'été.
Pour la chapelle, nous portions toutes des mantilles de tulle noire. Elles étaient blanches pour les jours de fête. Le coup d'œil sur toutes ces filles en mantille était très joli. Je le sais, parce que j'étais souvent punie pour cause de perturbations et envoyée suivre seule la messe de la tribune. J'étais ravie. J'avais une jolie vue cavalière sur l'ensemble de la chapelle et c'est un beau souvenir. Contrairement à ce que l'on pense, la Sidoine n'a pas fermé pendant la dernière guerre, bien que presque tous les locaux soient transformés en hôpital militaire, comme pendant la Première Guerre mondiale. Nos mères ont fait une petite rentrée, ce qui leur a permis de pouvoir cacher pendant toute la guerre de jeunes juifs qui ne savaient pas où aller. Cette rentrée était bien sûr insuffisante pour la trésorerie, et elle vivotait vaille que vaille. Par bonheur, il y avait sur les terres la ferme et le verger, où travaillaient à partir de la fin de la guerre des prisonniers allemands, plus heureux à la Sidoine que dans un camp. J'ai dit plus haut que la Sidoine donnait plus l'impression d'une famille que d'un pensionnat. C'est vrai, parce que certaines religieuses étaient sœurs d'une même famille. Certaines étaient tantes ou cousines de certaines élèves. Pour nous, les petites d'Arche, il y avait surtout la cousine germaine de ma mère, Mère Marie du Saint-Sacrement, que nous appelions Tante Amélie. C'était toujours elle qui organisait les fêtes. Nous jouions des pièces de théâtre dans le gymnase, transformées pour la circonstance. Quelquefois, les pièces étaient écrites par elle. Mais pour nous trois, c'était notre Tante Amélie à nous. Elle venait le soir nous embrasser dans le dortoir et nous attendions ce moment avec délice. Que de souvenirs! Mais il fallait bien qu'un jour, l'une de nous raconte l'histoire de nos mères. Je les revois toutes, même celles dont j'ai oublié le nom et que je n'ai pas pu citer. Que sont-elles devenues? Que sont-elles devenues? Elles sont toutes parties reformer la communauté au paradis. Elles ne sont plus là pour témoigner qu'il existait dans notre beau pays un couvent exceptionnel et que ce couvent, c'était la Sidoine. Un autre témoignage sur cette époque nous est parvenu il y a quelques mois. Il a été recueilli par la fille de Claire de Lermusière, entrée en 10e et élève à la Sidoine de 1927 à 1937. Elle a aujourd'hui 104 ans et elle a été très heureuse de faire ce témoignage. En voici quelques extraits. Les sœurs étaient des mamans, mais des mamans d'autrefois, exigeantes mais justes. Mère Saint-André était la supérieure et la directrice de l'école. Elle avait des moustaches. Ce qu'elle n'a pas écrit dans son témoignage, c'est qu'elle se frisait les moustaches quand elle réfléchissait. Elle enseignait l'anglais et nous faisait répéter invariablement les verbes irréguliers. Au début, on les appelait mademoiselle et la supérieure madame. Par la suite, on les appelait ma mère. Elles arrivaient d'Italie où elles avaient fondé une école. Pendant les récréations, le grand jeu était le basket et nous jouions aussi au ballon prisonnier. Les cours de dessin se passaient dans le chalet rose. Il y avait des livres d'art et de littérature et même la Bible, dont les pages étaient soigneusement collées pour les passages un peu périlleux. Les statues trop nues portaient des petites jupes en papier pour cacher leur nudité. J'ai donné des cours de dessin pendant 1 an, en 39-40. J'avais aussi converti toutes mes élèves au scoutisme, mais la directrice a refusé que les internes s'inscrivent. Cela a été une grosse déception. J'étais demi-pensionnaire car j'habitais Trévoux et il n'y avait que 7 ou 8 externes. Alors le père de Madame de Lermusière, c'était le docteur Desbeaux, autrefois médecin de famille de beaucoup de familles d'anciens trévolsiens. Les religieuses étaient cloîtrées. J'ai assisté après-guerre au jour où les femmes ont voté. Les sœurs n'avaient jamais mis le nez dehors. Et tous les messieurs bien pensants de Trévoux les avaient donc accompagnés au bureau de vote. Tout le monde était en émoi de voir les sœurs en liberté. Pour la fête de la directrice, qui s'appelait Conchita, les aînés nous donnaient un spectacle.
nous recevions ce jour-là un sucre d'orge en dessert. Nous n'avions pas de cours. Il n'y avait pas de vacances à la Toussaint, ni en février. Mais pour le Mardi Gras, nous faisions des masques. J'ai fait ma confirmation et ma profession de foi à la Sidoine. Nous étions confiés à une sœur qui s'occupait de notre âme et nous prenait à part dans les allées du magnifique jardin. La sœur nous demandait ce que nous voulions faire dans l'avenir. Et j'ai répondu, je veux me marier et avoir beaucoup d'enfants, mais pas 25. Et la sœur m'a répondu, si le Seigneur vous les envoie, il faudra les accepter. Bon, elle en a eu 7. Et Madame de Lermusière conclut, j'ai été très très heureuse à la Sidoine. Notre parcours va s'achever. Nous sommes dans les années 40 à 49. La guerre offre à la communauté l'occasion de se montrer de plus en plus hospitalière. À Toulon, les personnes âgées ont reçu l'ordre de quitter la ville. Mère provinciale nous demande de recevoir quelques mères et sœurs anciennes et nous nous disposons à les accueillir d'un cœur tout fraternel. Vous comprenez qu'il s'agit d'un nouveau témoignage. Le 8 mars 1944, 2 de nos mères, accompagnées de 2 professeurs, font un déplacement à Bourg pour la réunion annuelle de l'enseignement libre. L'évêque fait part de sa grande satisfaction de voir que la Sidoine est tout à fait dans l'esprit diocésain. C'est important parce qu'il fut un temps où les congrégations religieuses, je dirais, avaient tendance à tirer un peu la couverture à elles et se moquaient un petit peu de la direction dite diocésaine. Donc là, dès les années 40, on reconnaît qu'elles sont tout à fait dans l'esprit diocésain. Satisfecit. Notons à cette occasion que les maires se déplacent. Le 13 et le 14 juin, d'anciennes élèves tiennent une assemblée générale. Mais le 15 juin, un décret a ordonné la fermeture immédiate de toutes les écoles. Je ne sais pas si vous avez vu ou revu récemment Le Vieux Fusil. Il y a une scène qui passe un peu inaperçue, sauf lorsqu'on sait ça. C'est Noiret qui voit sa fille, enfin la fille de Romy Schneider, me dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Nous sommes le 15 juin. Ce n'est pas les vacances encore. Et la fille est déjà en vacances, car le gouvernement a décrété la fermeture des écoles dès le 15 juin. On s'exécuta, mais il fallait pourvoir aux besoins de quelques enfants. Quelques-unes nous restaient, faute de communication pour rejoindre leur famille. Un programme spécial est élaboré pour elles et pour les externes de Trévoux. Le thème principal est la découverte de la France. Alors le témoignage s'étendait beaucoup là-dessus, on a raccourci. Mère Prieure distribue les récompenses suivant les mérites. Cela s'est passé le 30 juin 1944. Donc vous voyez, pendant 15 jours, les religieuses ont eu quelques élèves avec elles ici. Elles ont eu un régime un peu particulier, un régime de faveur. Entre-temps, la situation devient grave. Les Allemands, exaspérés par la résistance ainsi que par leur défaite sur tous les fronts, font peser leur oppression. L'état de siège est proclamé. Trévoux doit se soumettre au couvre-feu dès 18h, par ces beaux soirs du mois de juin. On apprend aussi d'affreuses représailles dans la région. Nous pensons à Saint-Didier-de-Formans, monument de Roussille, mais aussi à Saint-Genis-Laval, Rieux, etc. Mais nous gardons bon espoir dans la délivrance prochaine. La communauté continue à se montrer hospitalière. On avait vu tout à l'heure, comme nous l'a dit Géraldine, que dès le début de la guerre, la communauté avait accueilli des jeunes filles juives qui n'avaient pas d'autre endroit où se réfugier. Pour entretenir le moral des jeunes, elle reçoit un camp de vacances, carrément, du 3 au 31 juillet. Enfin, le 7 septembre 1944, les fusiliers marins du commandant Langlois entrent dans Trévoux. C'est la libération. Pardon ? Le 3. C'est un 3 mal fait, que je dis pour un 7. Les cloches de la Sidoine sonnent à toute volée. Donc j'en profite pour rappeler que la municipalité de Trévoux se prépare à des festivités à l'occasion de l'anniversaire de la Libération. Qui auront lieu le 7. D'où la méprise.
Le 1er octobre, un nouveau genre d'apostolat s'offre à nous. Le journal pédagogique École et Famille a demandé à notre révérende mère provinciale, donc qui chapeaute toutes les Ursulines de la région, de la grande région sud-est, la collaboration des Ursulines. La Sidoine est chargée d'un article sur la spiritualité des enseignantes et d'un cours de latin liturgique. Pour la rentrée scolaire, le 9 octobre 1944, on signale que malgré l'extrême difficulté des transports, les enfants reviennent plus nombreuses qu'espérées. Certaines arrivent avant même les lettres qui nous les annonçaient, ce qui en dit long sur la rapidité des courriers en ce mois d'octobre 1944. Le début de décembre amena une inondation de la Saône. Cela coupa les routes et gêna le travail des élèves, car plusieurs professeurs ne purent pas venir faire leurs cours. Supplément de travail, bien sûr, pour les religieuses, qui, elles, étaient sur place. L'activité au pensionnat était grande et joyeuse. En mars 1945, on fit d'importants examens oraux. En avril, les élèves firent une exposition sur le sacerdoce, sur le prêtre, l'évêque, le pape. On exposa le bréviaire du Saint-Curé d'Ars, la mule de Pie IX. Pour les plus jeunes, la mule du pape, ce n'est pas un animal avec des grandes oreilles, hein. C'est une sorte de chaussure en forme de pantoufle, une mule. Des parements de Léon XIII, etc. En Europe aussi, l'activité était grande. La capitulation de l'Allemagne a lieu le 8 mai 1945. À 15 heures, la communauté et les élèves se réunissent au gymnase pour entendre à la TSF la proclamation du général de Gaulle. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Le commandement français était présent et parti à l'acte de capitulation. Dans l'état de désorganisation où se trouvent les pouvoirs publics et le commandement militaire allemand, il est possible que certains groupes ennemis veuillent, ça et là, prolonger pour leur propre compte une résistance sans issue. Mais l'Allemagne est abattue et elle a signé son désastre. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux. La patrie porte sa pensée et son amour, d'abord, vers ceux qui sont morts pour elle. Je suis désolé, il y avait aussi une vidéo qui n'a pas fonctionné. Mais vous avez entendu la voix du général, c'est l'essentiel. À cette occasion, la cloche de la Sidoine sonne à toute volée. Les fenêtres sont pavoisées, il y a des drapeaux partout. Nous allons ensuite à la chapelle, comme d'habitude, pour un salut au Saint-Sacrement et chanter le Magnificat. Mais la vie continue. On s'instruit de toute manière. Le 11 juin 1945, un prêtre, neveu de Mère Marie de Jésus et de Mère Marie Jeanne d'Arc, voyez, on est en famille, fait une conférence sur l'esprit religieux dans les camps de prisonniers où il a passé 5 ans en captivité. L'œuvre d'éducation chrétienne est plus active que jamais. La rentrée, le 2 octobre 1945, avait amené 100 pensionnaires, donc une grosse rentrée. Mais, en juillet 1949, les Ursulines de la Sidoine rejoignent la communauté de Lyon qui leur avait donné naissance en 1851, à Sainte-Ursule. Cette carte est assez curieuse. C'était Cécile qui l'avait dégotée dans une brocante. On y lit sur l'entête « Pensionnat Sainte-Ursule de la Sidoine, surchargé de Saint-Irénée ». Au-dessous, Trévoux, surchargé Lyon. Et ces cartes ont servi à la correspondance pendant quelques temps. Vous voyez, celle-ci date des années 50. Après la fermeture, après le départ des Ursulines de la Sidoine et leur regroupement à Saint-Irénée à Lyon. La dernière supérieure s'appelait Mère Odilia.
J'ai eu la chance d'aller la rencontrer à Lyon. Je suis allé la voir un jour. Elle était toujours en vie dans les années 80. Elle n'était pas toute jeune, mais enfin bon, on a discuté un petit moment. C'est une personne très agréable. Et maintenant, une autre étape. Fini les sœurs, place au père du Sacré-Cœur d'Issoudun. Issoudun, c'est dans l'Indre, un grand séminaire destiné à former des missionnaires. Cette photo, vous reconnaissez, a été prise devant la chapelle. Voici le témoignage d'un ancien élève de ce noviciat, paru dans un livre de souvenirs en 2016. Il s'appelle Henri Paillet. Il est tôt ce matin d'octobre 1958. Le petit élève de 7e, encore endormi, rêve de sa campagne comtoise, de l'odeur du café, du lait qui chauffe sur la cuisinière. Sa mère, pendant ce temps, continue de traire les vaches. L'année dernière encore, il avait alors 9 ans, c'était le moment de se préparer pour une banale journée d'école communale. Aimé soit partout le Sacré-Cœur de Jésus. Un brusque éclairage, tout un dortoir, environ 30 lits, répond, ou plutôt bougonne, un « à jamais » peu enthousiaste. Il est 6h15, un jour nouveau débute à la Sidoine. Les journées étaient réglées de façon rigoureuse, ne laissant que peu de place à l'imprévu. Parfois, la venue de missionnaires permettait de voir un film ou des diapositives sur l'Afrique ou l'Asie. Les promenades constituaient aussi une occasion de jeu, parfois risquée, mais à cette époque, on ignorait ce qu'on appelle aujourd'hui les normes de sécurité. Ruines du château fort, carrières abandonnées et plages en face de la Sidoine étaient les terrains d'aventure préférés. Il arrivait que les élèves traversent la Saône dans une barque à la rame avec un des pères. Pas de problème. D'autres activités venaient égayer les jeudis après-midi. Il s'agissait de projections de diapositives ou de cinéma. Laurel et Hardy, Charlot, mais aussi la Strada, Si tous les gars du monde, et bien sûr les Don Camillo. Les élèves étaient aussi, à de rares occasions, emmenés au cinéma à Trévoux, où ils purent voir Exodus ou L'homme qui en savait trop d'Hitchcock. Voici une vue de l'ancien réfectoire. Vous verrez la même quelques dizaines d'années plus tard. Pas les mêmes élèves, mais pris au même endroit à peu près. Un autre ancien élève des Pères du Sacré-Cœur nous livre des témoignages très intéressants, notamment sur les bâtiments. Vous voyez, il y a 2 anciens élèves qui ont écrit un livre. Ce qui frappait avant tout quand on découvrait les bâtiments détenus par les missionnaires du Sacré-Cœur à Issoudun, c'était l'impression de masse imposante qu'ils dégageaient, et en particulier l'immensité de la façade unique des locaux occupés par les pensionnaires. Je ne sais plus quel professeur, connaissant bien la Sidoine, nous a dit, pour nous familiariser avec les lieux, que la différence entre les 2 conceptions architecturales se ramenait à cette idée simple: la Sidoine avait été construite par des femmes, le bâtiment d'Issoudun par des hommes. Conçu par et pour les Ursulines, la Sidoine ne brillait pas par la volonté de rentabiliser le moindre mètre carré, mais proposait une multitude d'aspects contrastés et une complexité qui lui assurait, de quelque côté qu'on l'aborde, un charme qui la mettait à dimension humaine, tout en donnant l'impression qu'on n'en finirait jamais d'en explorer les recoins. De plus, elle avait hérité du lieu-dit sur lequel elle avait été bâtie, devenant la Sidoine pour le temps et l'éternité. À voir la longue façade du bâtiment d'Issoudun aux fenêtres régulièrement alignées sur 5 niveaux, le mot caserne venait à l'esprit. Et tous ceux qui avaient aimé la Sidoine, élèves ou enseignants, ne se gênaient pas pour dire que passer de l'un à l'autre, c'était passer d'un château à un casernement. Vous voyez la différence, quoi. Là, et puis ça. Tous les toits étant d'ardoise, cela ajoutait encore à la sévérité du cadre et soulignait l'idée d'un univers pensé par des hommes et pour des hommes, comme la Sidoine avec son chalet rose et cette huile de couleur, se souvenait qu'elle avait été pensée par des femmes et pour un internat féminin. La Sidoine, contrairement au Sacré-Cœur d'Issoudun, avait sa propre chapelle, de la dimension d'une église paroissiale.
Malheureusement, les pères du Sacré-Cœur la dénaturèrent complètement en remplaçant les vitraux d'origine par de grandes baies sans âme, genre salle de bain, qui ont complètement cassé l'acoustique du lieu. Sans doute à court de vocation, ils fermèrent leur internat à la fin des années 60. Nous allons maintenant approcher l'époque actuelle, mais ça sera très résumé, bien sûr. Il est intéressant de noter qu'au début du 19e, Blanche de Rivérieux et son mari Jean-Louis de Guichard, qui vivaient à la Sidoine, fondèrent une école pour les filles, dirigée par les sœurs de Saint-Charles, dont vous avez ici un cahier, et une école pour les garçons, dirigée par les frères de la doctrine chrétienne, future école Saint-Louis. Ce sont ces deux écoles, Saint-Joseph et Saint-Louis. Saint-Joseph s'est appelé aussi Émilie de Vialard, autre religieuse à peu près contemporaine de Blanche de Rivérieux. Donc ce sont ces deux écoles qui, 170 ans plus tard, se réunirent à la Sidoine pour devenir l'école et le collège que nous connaissons aujourd'hui. Rappelons que c'est un descendant de Jean-Louis de Guichard qui avait vendu le bâtiment de la Sidoine aux Ursulines. On assiste donc en quelque sorte à un retour à la maison, un retour aux sources, avec changement de dynastie, si j'ose dire. Mais il faut reconnaître que les choses n'ont pas été si simples. Si la nécessité de regrouper en un seul lieu les écoles Saint-Joseph et Saint-Louis paraissait de plus en plus évidente, elle se heurtait à plusieurs obstacles. Je rappelle que l'école Saint-Joseph était implantée rue du Gouvernement, en face du lavoir. Les classes enfantines donnaient sur le quai de Saône. L'école Saint-Louis était rue Montsec, plus exactement Montéjean-Moulin. Mais il y avait aussi des classes secondaires qui se trouvaient dans des bâtiments préfabriqués en haut de la rue du Bois. Donc nous étions à 3 emplacements différents. La vie devenait de plus en plus difficile, à tous les niveaux. Alors les obstacles étaient les suivants. Tout d'abord, les pères du Sacré-Cœur, j'avais envie de dire c'est radin, bien que n'ayant plus d'élèves dans les murs, ne souhaitaient pas voir arriver des filles. Ce qui ne les empêcha pas d'héberger le cours commercial privé de mademoiselle Gential, qui accueillit surtout des filles. Mais allez comprendre. Mais cela ne dura pas longtemps, le cours déménageant sur Villefranche. Autre difficulté, les pères souhaitaient vendre à un acheteur unique la totalité de la propriété. Vous imaginez les grands yeux que pouvaient ouvrir les responsables de nos écoles. On ne va jamais pouvoir y arriver. Donc ce que les responsables des écoles Saint-Joseph et Saint-Louis, même soutenus par la paroisse, un soutien indéfectible, et par l'évêché, étaient bien incapables de réaliser. C'est grâce à l'arrivée de M. Jean Coquillat que l'affaire a pu se débloquer. En effet, il proposa d'acquérir la partie côté Saône pour y construire des immeubles qui existent aujourd'hui. La copropriété dite de la Sidoine. La propriété fut donc scindée une fois de plus, et le marché fut conclu. Il fallut souscrire un emprunt, bien sûr, car nous n'avions pas assez de fonds, pour lequel certaines familles se sont portées garantes sur leurs fonds propres. Merci à elles. Les locaux de la rue du Gouvernement, de la rue Montsec, de la rue du Bois, et aussi de la Barbière, qui était dans le giron de la paroisse, puisqu'on y organisait, comme disait Géraldine, toutes les kermesses. Nous avons de magnifiques photos, d'ailleurs, un jour, il faudra qu'on vous les montre. Mais elles seront dans le livre, peut-être, je ne sais pas. Donc tous ces locaux furent vendus et nos écoles purent enfin être réunies en un seul lieu. Ceci se passait en 1973. Vous avez une vue, elle est un peu sombre, je crois, mais de ce qu'était le devant, enfin l'école au bord de la route au tout début des années 70. Il y avait 2 fois 2 voies, pas de feu à la sortie, pas de stationnement, donc les professeurs se garaient sur le trottoir, les parents se garaient au bord comme ils pouvaient, se faisaient klaxonner parfois. C'était une époque un peu héroïque et dangereuse. Mais, la vie avançait. Dès septembre 1973, les classes enfantines et primaires de Saint-Joseph et Saint-Louis, ainsi que les classes de 6e, 5e, se trouvant dans un préfabriqué en haut de la rue du Bois, s'installèrent, tant bien que mal, dans les locaux de la Sidoine, au rez-de-chaussée et au premier étage. Vous avez ici une magnifique photo en noir et blanc montrant tous les enfants des classes enfantines, avec les maîtresses et les aides maternelles. Cette photo est précieuse
Elle a été peu divulguée, peu connue, il y a peu de gens qui l'ont. J'ai eu la chance, quand je suis parti de la Sidoine, de la récupérer. Je ne regrette pas. Parce que je crois que mon succès sur les médias ne s'est pas embarrassé de ces choses-là. Donc à propos des classes du préfabriqué, voici une photo de classe avec Sœur Marie. Vous pouvez l'applaudir. Sœur Marie qui était directrice quand je suis arrivé ici en 71. Et puis les élèves d'une classe dont les parents sont là parfois. Certains d'entre eux sont ici ce soir. Personnellement, je suis capable de reconnaître le nom de 90% des garçons et des filles qui sont là. J'en serais bien incapable pour les photos de classe les plus récentes. Mais les élèves que nous avons connus à nos débuts, nous leur sommes restés très très attachés et nous les avons toujours en mémoire et dans le cœur. Comme au temps des Ursulines, les installations s'améliorèrent au fil des années. Mais dans ces années 70, il n'y avait toujours pas de gymnase, pas de CDI, le mot existait-il, pas de bibliothèque, pas de vestiaire pour se changer avant les cours d'EPS. Hein, les filles, vous n'aimiez pas ça. Pas de préau pour les classes maternelles. Une salle des professeurs minuscule. Pas de photocopieur, trop rare, trop cher. Une Renault à alcool faisait l'affaire. La pièce faisant office de salle de réunion pour l'appel et l'OGEC, située dans l'emplacement du secrétariat actuel, était éclairée, je ne sais pas si vous vous en souvenez, les plus anciens, par un néon blafard. Il y avait un seul tube en néon, il était tristouné, il éclairait mal, on n'y voyait rien. Enfin bon. Et on tenait nos réunions là. La cuisine se trouvait dans un bâtiment extérieur, qui existe toujours, et le réfectoire, on ne disait pas encore restaurant scolaire, et encore moins self, au rez-de-chaussée, dans l'axe de la porte d'entrée. Voilà, vous avez vu la photo tout à l'heure du temps des Pères du Sacré-Cœur, avec un pilier ici. Les piliers, on ne les voit plus maintenant, parce qu'il y a des cloisons, donc ils sont englobés dedans. Donc c'était le réfectoire, qui occupait l'espace occupé par actuellement le bureau de M. Terrier, par d'autres bureaux. Voilà, ça nous servait de salle de réunion aussi, donc il fallait pousser les tables du réfectoire, les empiler, se faire enguirlander après par Madame Bianchi, parce qu'on ne les avait pas remises exactement comme il fallait, les bonnes couleurs aux bons endroits, etc. Mais bon, c'était une salle qui servait de deux missions à la fois. Comme à l'école de la rue du Gouvernement, où le réfectoire, les enfants prenaient leur repas dans une salle de classe. Il fallait virer les affaires, mettre les assiettes, etc. Un peu comme dans le tiers-monde aujourd'hui. Voilà, où en suis-je donc? Voilà, l'ancien réfectoire. Il fallait donc porter les gamelles très lourdes à la main, en montant les quelques marches pour atteindre le réfectoire. Quant à la plonge, elle se faisait dans ce qui se trouve aujourd'hui juste à côté du bureau de M. Terrier, dans lequel il existe toujours un passe-plat. On pratiquait déjà ce qu'on appelle en restauration la marche en avant. Les plats arrivaient d'un côté et la vaisselle sale repartait de l'autre. Ils ne se croisaient pas. Le bureau du directeur du collège, donc mon bureau, était alors en face de la plonge. Bruits et odeurs, comme disait quelqu'un, accompagnaient le travail du début de l'après-midi. C'était parfois un peu désagréable. Puis en 1974, les autres classes de cours complémentaires, c'est ainsi qu'on appelait ce qui deviendra par la suite le collège, emménagèrent au 2e et 3e étage. La directrice d'alors était Sœur Marie, que vous avez vue sur la photo, pour la partie Saint-Joseph, et Monsieur Jean Talon pour la partie Saint-Louis. Vous allez le voir aussi. La pose des dernières cloisons se fit dans l'urgence, et même la précipitation dans les derniers jours précédant la rentrée. Monsieur Guy Branchy, menuisier, aidé même de ses enfants, les plus grands, posa les dernières cloisons juste à temps. Mais celles-ci ne furent enduites et peintes que plusieurs années après. Donc on a vécu dans des classes cloisonnées en... comment ça s'appelle Je ne trouve plus le mot.
Non, pas en aggloméré. Bon, bref, ça va m'en venir. Pas grave. Qui n'étaient même pas peintes, c'était lamentable. Elles étaient très minces, on entendait le bruit de la craie sur le tableau de la classe d'à côté, c'était bon. Certaines classes étaient trop petites ou mal proportionnées. L'une d'entre elles avait un poteau métallique au milieu et un sol mi-parquet, mi-carrelage. Il y a ici une ancienne élève qui a été dans cette classe, Mademoiselle Oraison. Une autre encore avait des pédiluves. Vous savez ce que c'est les pédiluves? Le long d'un mur. En fait, c'était l'ancienne entrée d'un dortoir, du petit dortoir. Donc, les élèves étaient invités à se laver les pieds avant d'aller se coucher. Une autre était tout en longueur. Une autre tout carrée, une autre tout en largeur. Bref, je pense que les élèves, les professeurs et les parents ont fait preuve de beaucoup d'indulgence face à ces conditions, disons, précaires. Mais revenons à la chronologie. En 1974, sœur Paulette Guillaume succéda à sœur Marie. Monsieur Talon continuait à diriger l'école Saint-Louis. Puis en 1976, je fus appelé à succéder à sœur Paulette, qui resta en tant que directrice du primaire Saint-Joseph et comme professeur d'anglais au collège. Sœur Michel succéda à sœur Paulette quelques années plus tard. Quant à monsieur Talon, il prit sa retraite en 1986. C'est Pascal Lyon, ici présent, qui lui succéda. Vous le voyez, au premier rang, avec la barbe? Voilà, et les cheveux noirs, oui. Ah, il a vieilli un peu comme tout le monde. Hein. Voilà, sur cette photo, vous avez l'ensemble du personnel enseignant, primaire et secondaire. On n'était pas très nombreux à l'époque. Les deux directeurs restèrent en place et travaillèrent en excellente entente jusqu'à mon départ, en 2004. Voilà, on a de nombreuses photos de nous deux, parce que le photographe qui venait faire les photos de classe nous disait toujours « Allez, venez, je vais vous prendre en photo tous les deux ». Donc j'en ai plusieurs, on se voit vieillir tous les deux. La fin des années 70 vit une augmentation importante des effectifs. Les bâtiments anciens étant tous occupés, je me souviens de la prévision de sœur Marie, qui disait quand on s'est installé, ça sera vite trop petit. Elle n'avait pas tort. Il fallut construire des classes en préfabriqué. Les voici sous la neige. D'abord 2 salles, là, 2 salles de sciences et 2 salles de classe, puis 2 autres salles de classe. Je m'attirais les foudres du président et des membres de l'OGEC chaque année en me disant « Mais qu'est-ce qu'il va encore nous réclamer? Il va encore nous réclamer des classes. » Par ailleurs, il fallait songer à construire un restaurant scolaire digne de ce nom. Voilà. Ce fut fait en 1992. C'est celui que nous connaissons aujourd'hui et qui a été agrandi depuis. Le début des années 90 fut riche en travaux. Témoin cette page de la brochure de la Sidoine de 1991-92. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Je vais vous lire le petit poème qui est ici. Lorsque ces lignes seront lues, quelques chantiers seront finis. Sur la route, nous n'aurons plus d'embouteillage à la sortie. Plus de poussière et plus de bruit. Le calme est-il donc revenu? Mais non, mes amis, vous rêvez. Les chantiers ne meurent jamais. Il en reste encore au moins 3. Restaurant, chapelle, façade. La Sidoine sans palissade, ce sera pour une autre fois. Je me souviens, Bernard, Hugon, Bernard, tu dois t'en souvenir, lorsque le chantier de la route s'est fait, nous devions, la circulation était déviée, nous devions accompagner les élèves qui prenaient un car sur le parking de Stock, comme on disait à l'époque, devant la caserne des pompiers, attendre que le dernier élève soit monté dans le dernier car, et puis nous revenions ici. Voilà, c'était une corvée qu'il fallait faire. C'était pas facile, il fallait enjamber le chantier, etc. Je me souviens avoir porté à la mairie une grande feuille de papier sur laquelle j'avais fait un croquis avec un rond-point au niveau de la gare, un rond-point ici,
la route ramenée à 2 fois une voie, une contre-allée et des places de stationnement. Et le maire de l'époque, qui était Michel Raymond, assisté de M. Coquart, qui ne nous aimait pourtant pas, on dit ben oui, ben c'est ce qu'il faut faire, c'est pas mal. Mais on met une condition, c'est que vous viriez les voitures des profs du trottoir. Donc nous avons, le GEC de l'époque, a racheté un petit bout de terrain à la propriété d'à côté, qui autrefois faisait partie de la Sidoine, a démoli 2 garages qui y étaient, en a reconstruit 2 autres, et a créé un accès au parking pour le personnel enseignant qui est derrière la Sidoine aujourd'hui. Voilà, ça a été une énorme opération, mais sans laquelle nous n'aurions pas pu continuer à vivre. La vie n'était plus tenable. Bien, j'en étais donc là. Les façades avaient besoin d'un sérieux ravalement. Un chantier école a été mis en place pour aboutir au résultat que nous avons aujourd'hui et que nous aurons pendant longtemps encore, car ce sont des fresques, pas des peintures. Donc elles resteront. Un enduit à la chaux aérienne en pâte sur lequel des fresques en trompe-l'œil ont été réalisées. Le CDI aussi a été créé à l'initiative de Madame Chazalet. Il se trouvait au premier étage, au fond du couloir de droite. Tu te rappelles, Babette? C'était petit, c'était étroit, c'était sombre. Il a depuis déménagé 2 fois, en gagnant à chaque fois en surface et en qualité. Enfin, le gymnase tant attendu. N'est-ce pas, les profs d'EPS, mes collègues? Le gymnase tant attendu a été construit et inauguré, voilà l'inauguration, en février 2000. Voilà, les profs, 2 des profs qui sont sur la photo sont ici ce soir. Je n'ai pas réussi à joindre Madame Desbois, malheureusement. Sacré événement, ce gymnase. Il a été visité par de nombreuses équipes municipales, par de nombreux collèges, établissements scolaires, qui sont venus voir cette construction en bois. J'en profite pour signaler que l'architecte, M. Mégard, est décédé ces derniers mois. Il était basé à Châtillon. Voilà, donc une réussite. Quelqu'un me disait tout à l'heure, mais il est où le mur d'escalade? Le mur d'escalade n'est pas dans le gymnase, il est dans la pièce, dans un bâtiment à côté, qui communique, bien sûr. Ce qui permettait d'accueillir 3 classes en même temps. Une dans la salle d'escalade, une ici, et une de l'autre côté du rideau, lorsqu'on ferme le rideau. C'était le vœu des professeurs d'EPS. Au début, ce n'était pas prévu, hein. Mais je ne regrette pas qu'on ait pris cette décision. Voilà. Notons aussi la nomination de M. Hugon comme directeur adjoint du collège. Bernard m'a secondé pendant de très nombreuses années. Il avait parfois pas toujours le beau rôle auprès des élèves. C'est lui qui punissait plus que moi. Mais bon, j'aurais pas pu faire sans lui. Pendant les années 80 et 90, la Sidoine a organisé de nombreuses réjouissances pour recueillir des fonds, bien entendu. Parmi elles, signalons les fameuses puces. Vous voyez ici une plaque émaillée que j'avais récupérée au moment de la démolition de la gare. Je m'étais précipité parce que quelqu'un m'a dit « Oh, ils démolissent la gare, il y a peut-être des choses à récupérer. » Je suis sorti de mon bureau, je suis allé là-bas, et il y avait cette plaque. Alors, je l'ai vite rapportée ici. Voilà. On a eu du mal à la vendre, hein, puis on est tombé sur une maman. Moi, je voulais la vendre au maire de Trévoux d'alors, Michel Raymond. Il n'a pas voulu l'acheter. Dommage. C'est une maman qui collectionnait les plaques émaillées de publicité, tout ça, qui nous l'a acheté. Je ne sais plus le nom de cette dame. Voilà, les puces. Hop, encore. Vous connaissez Yvonne Godot? Elle faisait la police à l'entrée du couloir des maternelles. Elle encaissait. Voilà. Mais il faut aussi mentionner les lotos, les fêtes de l'école, les balles, les thés dansants. Plusieurs personnes qui sont présentes ce soir étaient animateurs, animatrices de toutes ces fêtes. Et je les en remercie.
Je pourrais aussi parler des salles de technologie, de l'achat du premier ordinateur. Oui, il y en avait un. Il n'y en avait qu'un. Je réentends encore cette maman d'élève à une réunion d'appel disant « Mais quand est-ce qu'on achète un ordinateur dans cette école ? Il faut que les élèves aient un ordinateur. » Mais un seul. Bon, depuis, je ne sais plus combien il y en a. Ah, j'ai une petite anecdote rapide. Hein. On a aussi des rétroprojecteurs qui étaient très demandés par les professeurs de sciences notamment. Un jour, un de mes collègues dirigeant un gros établissement sur Villefranche, Notre-Dame de Montgré, m'appelle, il me dit « Dis donc, tu n'aurais pas un rétroprojecteur, j'en aurais besoin d'un. » Je dis « Oui, je peux t'en prêter un, bien sûr. Mais je peux venir le chercher. » « Oui, viens le chercher. » Je me suis précipité, j'ai collé des étiquettes sur le rétroprojecteur que j'allais lui prêter en mettant « rétroprojecteur numéro 7 ». Et il est parti avec, voilà. C'était une petite vengeance mesquine, je reconnais. Voilà, le premier ordinateur. Le jour où je suis parti en 2004, j'étais bien incapable de dire combien nous avions d'ordinateurs dans l'établissement. J'en profite pour dire un grand merci à Denis Sicot, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui. Il a le même problème que Cécile. Et c'est lui, avec d'autres, mais enfin, surtout lui qui a monté ce parc informatique, qu'il a maintenu en état, y compris celui des bureaux. C'était pas toujours facile. Les ordinateurs, photocopieurs, etc. L'achat de photocopieurs pour les enseignants et le secrétariat. Un téléviseur, un grand téléviseur pour la salle de réunion qui était dans l'ancien réfectoire. Cette salle de réunion se trouve dans le... Comment dire, quand vous rentrez dans la Sidoine, vous avez à gauche le secrétariat, à droite un parloir. Si vous continuez tout droit, vous avez le bureau à gauche de Monsieur Terrier. Et puis, tout cet espace-là était ouvert, il y avait les piliers, et c'était une grande salle de réunion. Et donc, il y avait un grand téléviseur et un écran peint sur le mur. Et donc, le 11 septembre 2001, j'avais appris par l'infirmière scolaire qui venait pour prendre les rendez-vous à venir. Elle avait entendu la radio dans sa voiture et elle savait qu'il s'était passé quelque chose de très grave à New York. Et elle l'avait dit à Madame Desprats, notre secrétaire, qui est là ce soir. Bonsoir Régine. Régine est venue me le dire tout de suite. J'ai compris que c'était vraiment quelque chose d'important. Je me suis précipité dans la salle des professeurs. C'était pas encore la fin des cours, mais presque. J'ai effacé tout ce qui était au tableau, où on mettait les nouvelles, tout ça, et j'ai mis « Descendez immédiatement dans la salle de réunion ». Quelque chose de très important. Ils sont descendus, j'avais allumé le téléviseur, et ils ont vu, j'espère que ça va marcher cette fois, ceci. Vous vous rappelez ? Chacun de nous sait où il était. Quelle horreur. Un mot sur l'ancienne ferme. Elle abrite aujourd'hui le superbe CDI au rez-de-chaussée et des classes du collège à l'étage. Des classes du collège. Mais elle fut en 1973 le logement de monsieur et madame Talon, puis de monsieur et madame et enfin celui de monsieur et madame Lyon. La toiture avait des fuites et n'avait toujours pas été remplacée. Heureusement, c'est chose faite aujourd'hui. En 1996, j'ai obtenu du rectorat le changement du nom de l'établissement. Nous devenions l'école et collège de la Sidoine. En effet, dès le jour où nous étions installés dans les locaux, c'est-à-dire dès 73-74, tout le monde nous appelait ainsi. Il fallait donc faire coïncider le nom de l'établissement avec celui que les gens nous donnaient. Vous savez, les gens cherchaient dans les pages blanches ou jaunes, ils ne trouvaient pas la Sidoine. Ils trouvaient l'avenir au GEC, ils ne trouvaient pas la Sidoine. Et alors ils trouvaient Saint-Joseph après. La seule résistance à ce changement vint de l'évêché, qui trouvait qu'il n'y avait pas assez de saint dans ce nom. Il a donc fallu convaincre. Voilà, arrivé au terme de cette conférence, il convient de mettre en évidence la vitalité de la Sidoine. Témoin ce magnifique
bâtiment, inauguré en 2010. Vous n'avez pas pu le voir, sauf en arrivant. Ça, c'est une carte d'invitation qui nous invitait à l'inauguration. Par la suite, et sans se donner le temps de souffler, ce fut l'agrandissement du restaurant scolaire, couplé avec le déplacement du CDI et l'aménagement de classes dans l'ancienne ferme. Bien sûr, je passe sous silence les innombrables aménagements intérieurs, les achats de mobilier, les multiples rénovations, la construction d'un préau, enfin, dans la cour des maternelles. N'est-ce pas, chers collègues, vous l'avez longtemps réclamé? Mais avec une gestion éclairée et une direction sage, l'avenir de la Sidoine s'annonce radieux. Lors de mon départ à la retraite en 2004, j'avais parlé des 3 âges d'or de la Sidoine. Le premier avait duré 50 ans, de 1851 à 1901. Le deuxième, 30 ans, de 1919 à 49. Le troisième âge d'or, nous y sommes depuis 74, soit depuis plus de 50 ans. Record battu. Bravo à toute l'équipe et à toutes les équipes qui se sont succédées. Et bien voilà, cette conférence qui nous a beaucoup occupés ces derniers temps, ces derniers mois, Géraldine et moi. Passionnant. Ça ne nous a jamais ennuyé. Moi, j'ai répété mon texte plusieurs fois, mais ça ne m'a jamais ennuyé. Donc voici cette conférence terminée maintenant. J'espère qu'un jour, on vous proposera une visite de la Sidoine. Une visite de la Sidoine et peut-être très, très rapidement un livre que nous allons nous mettre à écrire sur la base de cette conférence et sur la base de toutes les photos que vous avez recueillies. Merci beaucoup. Merci Géraldine, merci Denis, merci Monsieur Terrier, merci à la Sidoine de nous avoir accueillis et vive la Sidoine. Oui, merci à Pierre-Yves. Merci à Pierre-Yves Terrier qui a été d'un accueil chaleureux dès le départ, dès le début. Jamais un obstacle, jamais un caillou sur notre chemin. Au contraire, toujours, mais oui, bien sûr, oui, pas de problème, oui. Voilà. Donc tout a baigné depuis le début grâce à toi, Pierre-Yves. Merci encore. Et maintenant, je vous invite... Oui. L'effectif de la Sidoine à l'heure Ah, actuelle. Pierre-Yves, combien d'élèves y a-t-il en ce moment? 350 à l'école, et à 2-3 près, et 660 au collège. D'accord, On est au-dessus de 1000. d'accord, mon Dieu. Tu te rappelles, Maggie? On n'en parle jamais, mais juste un petit mot. J'ai travaillé 1 an avec mon ami Denis. Moi, j'étais à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Et puis, on n'en parle pas ce soir, mais il y a aussi Marie-Hélène Paillon qui est par là, avec qui je travaille depuis 10 ans. Elle est à l'école et je suis au collège. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire et je vous remercie d'être venu pour ce très beau moment sur l'histoire de la Sidoine. Merci Denis, merci madame. C'était très beau. Merci à vous.